Merci, messieurs, mesdames, bienvenue dans Géopolitique, analyse et décryptage de l'actualité. Vous le savez, chaque jour, la rédaction de Web Info Télé, Web TV, voilà. Web TV a l'obligation de devoir vous faire parvenir l'analyse et le décryptage des informations de l'actualité. Vous le savez, nous sommes le 24 février 2024, c'est ce qu'il faut retenir. Nous sommes déjà à 11 ans, 11 ans, voilà, 11 ans déjà passé, jour pour jour, depuis qu'a été signé l'accord cadre d'Addis Abeba. C'était entre le gouvernement de Kinshasa et les rebelles du M23 qui continuent à faire la guerre aujourd'hui dans la partie est de la province. Dans la partie est de la République démocratique du Congo, messieurs, mesdames, en tout cas, nous allons devoir revenir sur les contours donc de la rébellion du M23 soutenue par Kigali. Actuellement, vous le savez, avec l'accord de Luanda, tous les chefs d'État de la sous-région demandent à ce que Kigali et Kinshasa puissent devoir revenir sur la table de négociation, c'est-à-dire les dialogues, revenir sur les cahiers de charges de Luanda, vous le savez. Alors, nous allons devoir analyser ensemble ce qui constitue le nouveau cahier de charges dont la communauté internationale est en train de devoir d'exiger, voilà, à Kinshasa, Félix Tshisekedi de pouvoir négocier encore une fois. Avec Kigali, on ne comprend pas. 11 ans, jour pour jour, vous comprendrez, messieurs, mesdames, les contours liés, en tout cas, à ce que les Rwandais est en train d'exiger comme dialogue. Voilà, messieurs, mesdames. Aussi, nous allons devoir brosser les deuxième anniversaire de la guerre de l'invasion russe en Ukraine. Vous le savez, c'était depuis le 24 février 2022 que la Russie avait déclenché l'offensive en Ukraine. Voilà, messieurs, mesdames, nous sommes là pour devoir comprendre déjà après qu'est-ce que ça tenait, est-ce que c'est l'OTAN qui a réussi ou soit c'est la Russie qui a réussi après les blocages de l'aide américaine vis-à-vis, vous le savez, de l'Ukraine. Aujourd'hui, l'Ukraine se trouve en difficulté totale. On sait, il y a des élections qui sont en train de se préparer aux États-Unis et Donald Trump est en pole position, voilà, il est favorable en ce qui concerne donc les sondages. Une fois Trump serait président des États-Unis, on ne sait pas qu'est-ce que ça va devenir. Il a promis qu'une fois à la tête des États-Unis encore aux affaires, en tout cas Trump va devoir couper l'aide américaine vis-à-vis de l'Ukraine. Voilà un peu. Est-ce que c'est l'OTAN qui est en train d'échouer ou soit c'est la Russie qui est en train de conquérir? En tout cas, toutes ces questions, tous ces contours, c'est de la géopolitique avec notre invité, notre analyste, vous le savez, Nikes Kibelbel Oka. Il est directeur général, mais également éditeur du journal Les Coulisses, aussi journaliste d'investigation au Nord Kivu, en République démocratique du Congo, pourquoi pas, dans la région des Grands Lacs, messieurs, mesdames. Tout de suite, aimez et partagez le plus que possible notre vidéo. Aussi, abonnez-vous à notre chaîne si vous êtes nouveau en activant la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines publications. N'oubliez pas, quand vous le faites, également de nous laisser un petit commentaire pour que demain ou après-demain, demain soit meilleur afin de vous produire un travail de qualité comme nous le faisons toujours. Vous apprenez chaque jour comme nous autres. Vous savez, nous avons ce sacré devoir d'y arriver. Merci. Tout de suite. Nous avons l'honneur de recevoir, comme je vous l'ai dit, comme je vous l'ai annoncé, Nikes Kibelbel Oka. Bonjour et bienvenue chez nous encore une fois. Bonjour et merci beaucoup de l'invitation. C'est tout un plaisir de vous recevoir. Le plaisir est toujours réciproque. Je ne sais pas, l'analyse que vous faites, 11 ans déjà, jour pour jour, l'accord cadre d'Addis Abeba. Aujourd'hui, 11e anniversaire, le M23, soutenu par Kigali, continue à faire la guerre. Qu'est-ce que ça va donner? Quelle est l'analyse que vous avez, M. Nikes? Merci beaucoup. Il faut d'abord revenir rapidement sur cet accord cadre d'Addis Abeba. Cet accord est le fruit de cet élan de bloquer effectivement, de rechercher la paix sur papier. Parce qu'en novembre 2012, l'M23 prenait la ville de Goma. Ouais. Et il a fait 11 ans, et plutôt 11 jours. Finalement, le pays de la SADC surtout avait exigé le retrait d'un 23, mais surtout que tous les pays qui ont des rébellions, des groupes armés au niveau de la RD Congo puissent s'engager à se retirer, à négocier avec leurs propres groupes armés. C'est comme ça qu'à Addis Abeba, le 24 février, cet accord cadre a été signé. Mais cet accord a beaucoup d'imperfections. Ça a été signé contre la RDC. Pourquoi? Parce qu'on peut relever 3 points. Le premier point,
l'accord ne table que sur la RDC. L'engagement de la RDC à ramener la paix. Seulement sur la RDC. Le deuxième point que Julien Paluku a appelé piège, parce qu'il en a parlé hier, le deuxième point, c'est que l'accord parle sur la décentralisation. Voilà. L'accord demande à la RDC de progresser dans le processus de décentralisation. Pour mieux comprendre ce processus de décentralisation, il faut revenir à l'accord du 23 mars, qui est pratiquement l'aboutissement de cette rébellion du 23 mars. L'accord du 23 mars signé entre le CNDP et le gouvernement congolais. Dans cet accord-là, il y a ce qu'on a appelé les doléances légitimes. En bref, les rebelles demandent au gouvernement congolais de leur laisser pendant 5 ans la gestion de la partie orientale de la RDC, c'est-à-dire depuis le Haut-Katanga jusqu'à Ituri. Pendant 5 ans, gestion administrative, gestion financière, gestion militaire. Alors, c'est ça que l'accord d'Addis Abeba appelle progrès dans la décentralisation. Donc, créer un fédéralisme. Et le troisième point, qui est le piège, notre piège, c'est la gestion des ressources naturelles. On dit, si la RDC veut la paix, il faut qu'elle gère les ressources naturelles qu'elle partage avec ses voisins. C'est ça l'état d'audace. C'est ça l'état d'audace. Alors, malheureusement, la RDC a signé. Donc, 11 ans après, aujourd'hui, nous disons que cet accord est à revisiter. Pourquoi? Parce que 11 ans après, les deux pays qui ont soutenu, agresseurs, le Rwanda et l'Ouganda, continuent à soutenir le M23. Nouvelle formule. Et ces deux pays, comme il n'y a pas de contraintes dans cet accord sur eux ou contre eux, ils continuent tout bonnement. Et aujourd'hui, la guerre est encore à la porte de Goma. Donc il faut revisiter cet accord, réévaluer cet accord et redistribuer le rôle. C'est-à-dire le Rwanda, puisque le Rwanda est cité aujourd'hui dans le rapport des experts des Nations Unies, puisque toutes les preuves sont réunies qui montrent que le Rwanda, c'est lui qui fait la guerre au Congo, il faut que cet accord donne des mesures contraignantes pour le Rwanda et pour l'Ouganda. Sinon, il n'y aura pas de paix au niveau de la sous-région et singulièrement au niveau de la partie orientale de la RD Congo. Mais est-ce que réellement les Congolais qui ont signé cet accord existent-ils toujours, ou soit s'ils existent, qu'est-ce qu'actuellement la justice ou soit les pays doivent faire d'eux? Parce qu'envoyer cet accord, c'est comme qui dirait que c'est un accord qui a été signé à l'aveuglette. Aujourd'hui, on ne comprend pas. D'ailleurs, c'est ça la question, on ne comprend pas. Quel sera le nouveau cahier de charge du Rwanda, voilà, vis-à-vis de ces dialogues que la communauté internationale est en train d'exiger à Tshisekedi de pouvoir dialoguer avec Paul Kagame. Quels seront encore les nouveaux cahiers de charge? Il y a la continuité de l'État. C'est vrai, vous demandez, le peuple congolais a raison de dire ceux qui ont signé, est-ce qu'ils avaient l'épée sous leur gorge ou sur la tête? Mais là, il y a une constance en RD Congo. Généralement, ceux qui vont négocier, ils sont en train de faire les shopping là où on négocie pour l'avenir de la RD Congo. Voilà. Deuxième problème, les négociations se font en anglais. Or, ceux qu'on envoie là-bas, pour la plupart, parlent français. Et comme ils ne sont pas attentifs, les traductions des textes se font le dépassent. Donc, ça, c'est le problème. Mais pour revenir à votre question qui est fondamentale, aujourd'hui, il y a la feuille de route de Luanda. Cette feuille de route est claire. Le M23, coquille vide, comme l'a dit le président Tshisekedi, c'est le Rwanda et l'Ouganda. Ouais. Alors, qu'est-ce que l'accord de Luanda dit? L'accord de Luanda est clair. Il dit simplement ceci. Il faut un pré-cantonnement pour les Congolais à Rumangabo, et une fois pré-cantonnés, on les envoie à Kindu pour les cantonnements. Maintenant, pour ceux qui sont des étrangers, Rwandais comme Burundais, comme Ougandais, ainsi de suite, ils doivent impérativement rentrer chez eux. Et c'est là où il y a le blocage, parce que rentrer chez eux signifie la fin de la guerre. Et le Rwanda bloque. Parce qu'il n'y a pas de Congolais, visiblement. Il n'y a pas de Congolais. Les quelques Congolais qui sont là, c'est des marionnettes. On les appelle juste pour... Parce que lorsque le Rwanda amène les armes lourdes, on ne demande pas l'avis de Makenga, on ne demande pas l'avis de Corneille Nangaa. Donc, quand le Rwanda amène des armes, il les amène sans solliciter l'avis, sans consentement de ceux qu'on appelle les M23 congolais. Donc,
On n'a pas besoin. C'est pourquoi l'accord de Luanda est clair. Les négociations, c'est entre la RD Congo et le Rwanda. Donc, le M23 n'existe pas. Alors, vu l'accord cadre d'Addis Abeba, vu l'accord du CNDP à l'époque, aujourd'hui, il y a eu encore accord, je ne sais pas, de Luanda. Aujourd'hui, qu'est-ce que le Rwanda va devoir encore exiger à la RDC? Parce que au regard de l'accord du M23, c'était un accord, voilà l'accord du CNDP, pardon, c'était un accord signé à l'aveuglette. Je ne vois plus ce peuple congolais, ces Congolais encore, qui va devoir s'aventurer pour laisser l'administration, les finances, je ne sais pas, la sécurité, l'armée, encore au maître du Rwanda. Je ne vois plus ces Congolais. Alors, le Rwanda a deux requêtes qui sont devenues pratiquement comme leitmotiv. La première requête, c'est nous sommes là pour combattre les FDLR parce que les FDLR risquent de créer un deuxième génocide au Rwanda. C'est un faux fuyant. Un faux fuyant. Donc, cette requête-là doit être vidée par la RD Congo. Deuxième requête du Rwanda, c'est de dire nous sommes là pour protéger une communauté minoritaire, les Tutsis, Congolais qui sont maltraités au Congo. Et heureusement que Tshisekedi a été clair avec lui, aussi avec l'ambassadeur Zeno, l'ambassadeur de la RDC au Conseil de sécurité des Nations Unies. Exactement. Nous sommes un pays où nous avons plus de 400 ethnies ou tribus. Alors, c'est la RD Congo qui doit protéger tous les ressortissants congolais qui se trouvent et sur le sol congolais et ailleurs. Ce n'est pas un pays voisin qui viendra lutter au Congo, combattre au Congo pour protéger. Et enfin, il y a pratiquement le pillage des ressources naturelles. C'est ça d'ailleurs. Vous savez qu'Igali s'est construit sur la RDC, sur le pillage de la RDC. Le coltan, tout ça est un... Donc, ces prétextes-là, nous devons les vider. Et en les vidant, nous allons enlever l'os de la bouche du président Kagame et à ce moment-là, on peut espérer qu'il y ait la paix. Mais le président Kagame n'est que le sous-traitant. Voilà même. Il n'est que le sous-traitant. Parce que nous avons suivi, je pense que vous poserez la question. Avec le rapport, les contrats signés par l'Union européenne. Oui. Sur les chaînes de valeur de matière stratégique, malheureusement, Kinshasa a été souple pour devoir dire que non, on va porter plainte, on va devoir revoir encore... D'ailleurs, on a condamné cette politique à double standard de l'Union européenne vis-à-vis de la région des Grands Lacs parce qu'on ne comprend pas. C'est l'Union européenne qui est en train d'interdire les matières du sang, voilà. Mais on constate avec désolation qu'en âme et conscience, on connaît très bien que le Rwanda ne dispose pas de gisements ou soit de mines. Et puis, on va signer le même accord avec Kigali. Nous devons éviter cette fois-ci de tomber dans les pièges. On nous dit le coltan, le portable du sang. Mais jusqu'aujourd'hui, on continue à fabriquer des téléphones portables avec le coltan qui sort de la RD Congo, via le Rwanda. Ouais. Et nous savons aussi que dernièrement, il y a eu des violents affrontements dans les Massissi. Ouais. Or, Massissi, c'est la mine de Rubaya. Oui. C'est-à-dire que c'est au fait la guerre pour récupérer les minerais. Et nous avons fait état aussi des motards, des motos qui entraient derrière la RDF, qui transportaient le minerai de coltan vers le Rwanda. La signature de ces contrats-là montre en réalité que l'Union européenne est dans le projet, dans le processus de la balkanisation de la RD Congo. Parce qu'il n'est pas normal que vous puissiez, de la main droite, demander la fin de la guerre et de la main gauche, financer ceux qui font la guerre. Et ce n'est pas la première fois. Rappelez-vous qu'il n'y a pas longtemps, l'Union européenne a versé 20 millions d'euros à la RDF pour l'équiper afin de combattre le djihad au niveau de Mozambique. Donc, notre ennemi numéro 1 aujourd'hui, c'est au fait l'Union européenne. Parce qu'il le fait au vu et au su de tout le monde. Et sans mettre des gants. Mais pourquoi Kinshasa n'est pas en train de comprendre malheureusement la population? Parce qu'à chaque fois qu'il y a des manifestations qui mettent en cause cette politique-là à double tranchant ou soit à double standard de l'Union européenne vis-à-vis de la RDC, il y a Kinshasa qui veut toujours montrer que sur le plan diplomatique, en tout cas ça va avec l'Union européenne, il y a une façon d'amadouer, on ne comprend pas. Pourquoi on ne doit pas prendre des mesures-là concrètes, des mesures-là urgentes pour dire non à la guerre comme à la guerre, vous faites ceci, nous faisons ceci en contrepartie, ou soit à mesure de représailles. Et la guerre, c'est le rapport de force. À l'heure qu'il est, le rapport de force nous donne faibles, si vous voulez l'expression. Nous sommes faibles dans le rapport de force. Parce que les petits financements là de l'Union européenne
aident d'une manière ou d'une autre. Mais ce qui est grave, c'est que même dans ce recélage ou dans le vol, il y a des Congolais qui participent. Certainement. Les Congolais qui participent, qui vendent les minéraux. Donc c'est une prise de conscience d'abord lorsque nous serons unis, forts, et à ce moment-là, nous pouvons nous lever contre tous ces prédateurs. Donc, nous avons un devoir, un grand travail à faire, et imaginez-vous que 20 ans après, depuis l'assassinat de Mouzé, c'est maintenant que les Congolais comprennent les enjeux de cette guerre. L'éveil patriotique. L'éveil patriotique. Donc, la guerre repose sur les pillages des ressources naturelles, la guerre repose sur un processus de balkanisation qu'on a mis en place, oui. et la guerre repose sur une fausse réclamation de l'identité d'une communauté ethnique qui vit au Congo. D'ailleurs, par rapport à cette fausse identité, je rappelle qu'il y a des Tutsis congolais qui ont été en manifestation. Une façon de soutenir les forces armées de la RDC. Il y a le président de la République qui a dit comme quoi il y a les militaires Tutsis, voilà, des Tutsis congolais qui sont en train d'être tués, qui combattent les M23. Et il y a aussi la communauté Tutsi qui a eu à faire une déclaration, d'ailleurs, devant les gouverneurs de province, comme quoi, Kagame ne doit pas continuer à iser abusivement, c'est ça, de leur nom. En tout cas, ils ne sont pas d'accord. Elle n'est pas d'accord. Voilà, la communauté, tout ce qui est Kagame ou soit les Rwandais continuent à prendre pour prétexte défendre une communauté qui ne fait pas partie de ces problèmes. C'est ça qui a été fait hier comme déclaration devant le gouvernement. Il faut féliciter, il faut encourager, il faut soutenir de pareilles initiatives. Parce que pendant longtemps, cette communauté s'est tue, donnant l'impression qu'effectivement, c'est le Rwanda qui devait la défendre. L'initiative prise par les membres de cette communauté est à encourager, à féliciter. Parce qu'ils sont des Congolais. S'ils sont des Congolais, ils ne peuvent être défendus et protégés que par la RD Congo. Donc, le Rwanda a ces problèmes. Même les FDLR sont des Rwandais. C'est le président Kagame qui doit résoudre le problème des FDLR dans un dialogue entre Rwandais, comme nous l'avons fait entre Congolais. Alors il ne peut pas laisser le dialogue, refuser le dialogue inter-rwandais pour venir s'occuper des affaires qui ne le concernent pas. Donc il faut que tout le monde nous soyons unis pour lui faire comprendre, et faire comprendre à la communauté internationale que le peuple congolais est un et il est indivisible. Je rappelle en passant qu'il y a même l'ambassadeur des États-Unis en République démocratique du Congo qui a dit comme quoi, en tout cas, ça venait de tomber d'ailleurs, que les États-Unis ont cessé de soutenir le Rwanda, l'armée rwandaise, voilà. En tout cas, ça a été commenté par bon nombre de Congolais comme quoi c'est une blague, parce qu'on connaît très bien que ce sont les États-Unis qui équipent la première fois, voilà, qui sont les grands partenaires ou soit les grands fournisseurs, les grands contribuables. Voilà, j'y arrive. À l'OTAN, voilà. Et on sait très bien que, en tout cas, c'est l'OTAN qui est en train de financer le Rwanda via la Pologne. C'est ce que l'on pouvait lire sur les réseaux sociaux, surtout X. Je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Les États-Unis, à travers son ambassadeur, comme quoi on a déjà cessé de financer l'armée rwandaise. Est-ce qu'on peut croire à ces déclarations? Non, il ne faut pas croire, il ne faut pas être naïf. On ne doit pas nous prendre pour des idiots. Il n'y a pas, comme vous l'avez souligné, il n'y a pas 10 jours, le président polonais est arrivé au Rwanda, il a fait des déclarations comme quoi il soutenait militairement le Rwanda. Et que tout pays qui oserait attaquer le Rwanda le trouvera sur son chemin. Mais nous savons la position géostratégique de la Pologne. Dans cette guerre, vous parlez de l'OTAN, et sûrement nous allons directement aborder ça. La Pologne est un allié stratégique des États-Unis. Donc, nous parlons de ce qui se passe chez nous en RD Congo. C'est une guerre hybride, une guerre indirecte. Ceux qui financent la guerre le font par voie détournée, par procuration. Et les États-Unis, dans ce qu'ils disent là-bas, ce sont des larmes de crocodile, c'est une honte. Mais vous savez, l'Occident, les Américains ont cessé d'avoir honte. Et ça ne peut pas nous toucher. Nous devons rester campés sur notre position, nos positions, en disant, nous faisons la guerre, nous sommes seuls contre le monde entier parce qu'on veut piller ce qui se passe chez nous. Mais il y a cette pression un peu sur le plan diplomatique. C'est vrai, c'est pas trop, mais c'est déjà un petit pas, c'est sympa. Il y a le Canada, le Parlement du Québec, il y a au Parlement européen, il y a le Parlement belge. En tout cas, il y a des députés qui commencent quand même à bousculer un tout petit peu, se montrer un peu sympa de la part du peuple congolais. On ne sait pas. Est-ce qu'on peut croire qu'après 1 mois, 2 mois, 3 mois comme ça va peut-être changer les lignes, bouger? Une guerre a d'abord un soubassement économique. Une guerre est avant tout une affaire d'économie. Ceux qui parlent là-bas, c'est des députés qui parlent.
Mais ce ne sont pas les multinationales. Ouais. Parce que prenons le cas de Total Energy, qui finance la RDF pour le bloc gazier au Mozambique. Prenons le cas toujours de la France, Total Energy, qui finance l'UPDF, l'armée ougandaise, dans la brigade de montagne, pour protéger le pétrole du lac Albert. Mais ce sont eux qui doivent parler, ce sont les multinationales. Parce que l'homme le plus fort du monde, ce n'est pas le président des États-Unis, ce sont les multinationales. Donc, les politiques n'ont rien à dire devant les multinationales. Et ces déclarations-là, c'est pour nous endormir. C'est le jour où nous dirons, écoutez, nous ne voulons plus de telle multinationale, telle, ainsi de suite. Le jour où leurs intérêts économiques seront bousculés, c'est ce jour-là qu'ils vont revenir à la sagesse. Mais sinon, ce sont des intentions, de bonnes intentions. Vous savez, même l'enfer est pavé de bonnes intentions. Voilà, en tout cas, la guerre du M23, messieurs, mesdames, ça c'est le premier sujet. En tout cas, ça faisait déjà, cela fait 11 ans jour pour jour. Voilà, depuis qu'a été signé l'accord cadre d'Addis Abeba. Voilà, messieurs, mesdames, vous venez de suivre en tout cas des analyses par rapport à cette question sécuritaire, cette question de la guerre du Rwanda. Vous savez, il y a la communauté internationale, comme vous nous suivez toujours, qui exige à ce qu'il y ait dialogue direct entre Kigali et Kinshasa. On ne sait pas quel sera les cahiers de charges, les nouveaux cahiers de charges avec lesquels Kigali viendra à la table des négociations. C'est ce qui nous renvoie d'ailleurs au deuxième sujet, vous le savez, 24 février 2022, 24 février 2024, 2 ans, jour pour jour, deuxième anniversaire de l'invasion russe en Ukraine, vous le savez. En tout cas, la Russie qui est en train de faire déjà 2 ans, voilà, en Ukraine, une guerre d'occupation. Il y a cette guerre qui est déclarée entre l'OTAN, c'est-à-dire l'Alliance Atlantique, entre autres l'Union européenne soutenue par les États-Unis. Vous savez, l'OTAN est constituée de beaucoup de pays qui sont en train de faire face à la résistance de la Russie. On ne sait pas sur le terrain, on ne sait pas jusque-là. Il y a l'Ukraine, l'armée ukrainienne qui est en train de laisser, d'abandonner des localités, voilà, au détriment de la Russie. Jusque-là, la Russie, après 2 ans, on ne sait pas, est-ce que la Russie a déjà gagné cette guerre? Est-ce que c'est l'Union européenne, soit l'OTAN qui est en train d'échouer? Et surtout avec les élections qui se projettent déjà au niveau des États-Unis, Trump qui part favori, messieurs, mesdames, dans les sondages. Si une fois Trump serait au pouvoir, aux affaires, voilà, il a promis, en tout cas, the American First, c'est ce qu'il dit. D'abord, l'Amérique, il ne sait pas soutenir. D'ailleurs, ce sont les républicains qui bloquent jusque-là une aide de plus ou moins 60 millions de dollars destinés, milliards, 60 milliards de dollars destinés à cette guerre. En tout cas, on ne sait pas qu'est-ce que ça va devenir. Nous y sommes toujours avec Mikel Skibelbel. Quelle analyse vous faites 2 ans après? La Russie a gagné, la Russie est en perte de vitesse. C'est l'OTAN qui est en train de... Qu'est-ce qui ne va pas? D'abord, il faut noter que 2 ans, la Russie défiait l'OTAN, pas l'Ukraine. Ouais. La Russie a mené cette agression, cette invasion, pour défier l'OTAN. Et jusque-là, la Russie plutôt réussit à mettre en défi. En difficulté l'OTAN. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, la Russie a voulu montrer que l'URSS enterrée dans les années 90 est ressuscitée avec Poutine. Parce que aujourd'hui, quand tout le monde parlait de la guerre ou de l'opposition entre États-Unis et Chine, la Russie a surgi. Maintenant, le conflit, ce n'est plus États-Unis-Chine, c'est États-Unis-Russie, comme à l'époque, le monde occidental contre l'URSS. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, c'est qu'il faut voir que la Russie a réussi à prouver que l'Union européenne n'existe pas. Que l'Union européenne, malgré l'euro qui fait leur force, les 27 pays ne pèsent pas dans l'échiquier mondial. Quatrième point, il faut aussi souligner les mystères dans les résistances ukrainiennes. Tout le monde avait donné à l'Ukraine pratiquement 1 mois, 6 mois, tout ça, mais l'Ukraine a résisté pendant 2 ans. Cette résistance s'explique aussi par la démographie au niveau de l'Ukraine. Et nous voyons comment le peuple ukrainien se bat, accompagne la guerre parce que c'est pour sa survie. Mais 5e élément que nous pouvons ajouter,
C'est au fait l'échec aussi des Américains, la défaillance non, la défense de l'armement américain. Vous savez, à un moment, les Américains ont manqué d'obus pour redonner à l'Ukraine. C'est-à-dire que pendant presque 30-40 ans, les États-Unis dormaient sur les lauriers alors que Poutine se préparait à la vengeance. Donc, aujourd'hui, que l'Ukraine est en difficulté parce que l'OTAN, les Européens n'ont pas de moyens pour le lui donner. Ils tergiversent sur l'aide à donner à l'Ukraine. Vous avez fait allusion ici aux 60 milliards des Américains. Donc l'Ukraine est en train de souffrir, l'Ukraine est seule face à une Russie puissante qui s'est préparée à faire la guerre. L'Ukraine est un peu comme aussi la RDC. Ils se retrouvent seuls, demandent de l'aide partout, on conditionne les aides. Dans l'entretemps, les gens tombent, les gens meurent, les localités sont conquises. Donc l'Ukraine aujourd'hui, le président ukrainien a dit clairement que l'Ukraine est en difficulté. Et il l'a dit devant les Européens, il l'a dit devant l'OTAN, qui traîne jusqu'aujourd'hui à financer. Et nous revenons à la Pologne. Voici ce que la Pologne fait à l'Ukraine. Les Polonais ont bloqué pratiquement comment dirais-je, non, ils ont bloqué les ventes de produits ukrainiens, notamment les céréales ukrainiennes. On les a jetés. Donc l'Ukraine est en difficulté par rapport même à ses voisins qui veulent venir aider le Rwanda chez nous. Donc le problème, on ne peut pas dire, parce que la guerre c'est beaucoup de batailles, on ne peut pas dire que la Russie va gagner, mais à l'heure qu'il est, si nous comptabilisons, la Russie a réussi à mettre l'OTAN et les Américains en difficulté. Mais est-ce que ce n'est pas un échec d'une part, c'est pas un échec de la part de l'OTAN? Parce que si aujourd'hui Trump revenait aux affaires, il a promis, il va devoir couper, il ne sera pas en mesure de continuer à soutenir l'Ukraine, une guerre qui ne se passe pas aux États-Unis sur le territoire américain. Est-ce que cela va devoir ramener l'Ukraine, Zelensky, à la table des négociations avec Moscou? Mais demander à Zelensky de négocier avec Poutine signifie accepter la défaite. D'abord la défaite, mais en réalité l'annexion. Parce que le problème de Poutine, il faut que l'Ukraine revienne dans les girons de l'Union soviétique. Voilà. Alors, accepter cela, c'est vraiment accepter de tout donner, de trahir même la nation. C'est-à-dire que Zelensky est obligé à aller en guerre jusqu'à la dernière personne, au dernier Ukrainien. Mais est-ce que là, il n'y a pas plus de chances qu'il soit éliminé afin de placer une personne, soit un président qui sera favorable à Poutine, par exemple? Parce que je ne vois pas aussi l'Union européenne sans les États-Unis qui va devoir continuer à tenir face à la Russie. Si Trump est passé, vous savez, il y a une conjugaison des relations incestueuses entre Trump et Poutine. Ouais. Si Trump passe, il coupe l'aide américaine à l'Ukraine. Il met l'Ukraine en difficulté, il met l'OTAN en difficulté, il met les Européens en difficulté. Parce que cela signifie simplement que la Russie de Poutine va chercher à reconquérir l'Ukraine, non, pas seulement l'Ukraine, mais à revenir sur l'ancienne carte géopolitique de l'ancienne URSS, pour recréer les deux blocs soviétiques et bloc, si vous voulez, bloc occidental. En tout cas, on attend voir ce que ça va donner, mais il y a beaucoup de contours. On a vu l'arsenal de l'OTAN, en tout cas des armes sophistiquées avec la contre-offensive, vous vous rappelez, avec le déploiement de chars Léopard, les chars allemands. Je rappelle, il y a aussi des batteries antimissiles. C'était Patriot qui ont été détruits en Ukraine. En tout cas, cette guerre a montré l'impuissance technologique de certains pays de l'OTAN, surtout de l'OTAN, parce que c'est l'OTAN qui continue à faire la guerre en Ukraine. On ne sait pas, demain après-demain, Poutine qui est en train de préparer son élection, jusque-là, est-ce qu'il y a plus de chances que la paix puisse revenir dans cette région si réellement les Européens continuent à camper sur leur position? D'abord, il faut signaler quelque chose de très important, que tous les think tanks occidentaux ont échoué. Quand Poutine a fait l'annonce le 24 février 2022 que l'armée russe va entrer en Ukraine, tout le monde le traitait de fou. Ouais. Effectivement, dans une mesure, il est fou.
Mais le fou qui avance, on a été incapable de bloquer le fou. Et alors, cela s'ajoute aussi des sanctions économiques, même d'autres qui sont en train de... Ah, ça c'est très important. Ouais. Cela signifie aussi que les mesures occidentales n'ont pas tenu parce que il y a un mystère de l'économie, la guerre économique. La Russie a gagné cette guerre économique. La Russie a fait échec à la guerre militaire. La Russie a fait échec à la guerre économique. Toutes les sanctions prises ont été... C'est-à-dire, au fait, la Russie avait préparé cette guerre. Là où les Occidentaux sont des maîtres à nous donner des leçons sur comment nous devons vivre, ils sont incapables de gérer les chez eux, si vous acceptez l'expression. Donc, ce qui est là et ce qui est grave, d'abord, Poutine sera réélu, parce que l'élection se passera pratiquement à la soviétique. Ouais. Il sera réélu pour continuer la guerre. Mais cette guerre, comme toutes les guerres, affaiblit aussi la Russie. C'est-à-dire, sur le plan géographique, nous trouvons que la Russie gagne. Mais en réalité, quand nous comptabilisons les pertes en vies humaines, la Russie a beaucoup perdu. L'Ukraine a beaucoup perdu. Mais la réalité de cette guerre, c'est qu'elle ressort une nouvelle puissance en gestation qui est la Russie, qui aujourd'hui demande au monde entier, notamment occidental, de compter sur elle dans la redéfinition des cartes. Voilà, c'est ce que d'ailleurs Poutine est en train de demander depuis 7 ans, comme quoi il faut qu'il y ait un monde multipolaire, c'est comme ça. On ne sait pas, avec peut-être cette victoire, ou soit si une fois Trump revenait aux affaires, nécessairement il y aura des négociations et là on va devoir comprendre. Parce qu'il y a d'ailleurs des pays africains, on cite les Mali, le Burkina, le Niger, la Guinée, ce sont des pays qui sont en train de se tourner directement, qui sont en train de tourner le dos à la France, l'Europe, pour devoir se tourner à la Russie. La Russie qui visiblement apparaît comme un partenaire fiable vis-à-vis des Africains. C'est quoi cette politique de Poutine en Afrique? Mais c'est le mythe occidental qui tombe. L'Occident n'a pas fait la remise en cause de sa politique, de son engagement en Afrique et dans le monde. Parce que quand vous prenez par exemple le cas de la religion, où aujourd'hui l'Occident impose le mariage, la reconnaissance du mariage gay. Ça touche les sensibilités. Quand vous prenez les États-Unis, où il y a chute du protestantisme, ça touche les réalités. Alors lorsque la Russie apparaît, parce que lorsque la Russie arrive, il vous dit, vous pouvez être formé par les Occidentaux, mais ils ne vous donnent pas les équipements nécessaires pour faire la guerre. Moi, je peux vous donner, et la Russie donne. La politique, les rapports de force, la politique, c'est la réalité des terrains. Alors, c'est comme cela que, dans l'essoufflement, avec l'essoufflement des politiques occidentales, la Russie paraît comme une réponse adéquate aux problèmes que nous connaissons, notamment en Afrique, sans pour autant dire que la Russie est la meilleure solution. On va tenter avec la Russie, quand ça ne marche pas, on va faire demi-tour. Mais ce qui est mieux, c'est que les Africains puissent d'abord se prendre en charge eux-mêmes, se constituer des réserves, des systèmes de défense qui peuvent aussi faire face aux Occidentaux et aux Russes. La dernière question, il y a la Russie qui est en train de démasquer en tout cas cette politique occidentale en Afrique. Je rappelle au Mali avec l'opération Barkhane. Ça fait plus d'années, plus de 5 ans, voilà. Au Mali, en tout cas l'armée française avec ses partenaires n'ont pas pu mettre fin au djihad, voilà, aux terroristes. Mais avec l'avènement de la Russie, avec leur milice, leur groupe, les mercenaires, voilà, Wagner. En tout cas, on a pu, en quelques jours, l'armée malienne a pu conquérir Gao, qui était une ville stratégique pour le terrorisme. Mais aujourd'hui, en tout cas, Bamako essaie de contrôler le nord. En tout cas, c'est ce qui se fait observer actuellement. On ne sait pas. Les pays africains, dans les jours à venir, ces questions d'État, on peut espérer que si Poutine, comme c'est réélu, bien sûr, si continue comme ça, 2 ans, 5 ans comme ça, peut-être l'Afrique, la France-Afrique va devoir perdre de place dans la politique géostratégique de l'Afrique. C'est des compétitions. La politique, c'est une compétition sur tous les stades, stratégiques, géopolitiques, économiques, militaires, tout ce que vous voulez. Alors, si la France continue dans cette posture de tête baissée, de donneur de leçons, naturellement, elle va perdre.
Mais si elle réadapte sa politique par rapport aux réalités actuelles, aux menaces actuelles à venir, elle pourra se ressaisir. Elle a encore elle a encore pied dans certains pays comme la Côte d'Ivoire, comme le Brazzaville, comme le Sénégal, ainsi de suite. Donc, elle peut, comme les Tchad, la France peut rebondir, mais à condition qu'elle mette ses intelligences à jour et revoir pratiquement toute sa politique. En tout cas, rien n'est gagné, rien n'est perdu. Rien n'est gagné, rien n'est perdu. En tout cas, faute de temps, je ne sais pas. En une minute, en conclusion, la RDC agressée, on ne sait pas. Qu'est-ce que la RDC peut faire aujourd'hui si le président de la République vous consultez? En termes de géostratégie, un partenaire géostratégique, il y a la population qui demande, qui brandissent d'ailleurs le drapeau russe quand il y a des manifestations, surtout cette politique à double étage de la communauté internationale de l'Union européenne dans la guerre actuelle du M23. Est-ce qu'aujourd'hui, la RDC, Tshisekedi, est prêt à pouvoir s'allier, prendre pour allié Poutine? On ne peut pas dire oui, on ne peut pas dire non. Il a toutes les cartes devant Parce que lui. les Américains, les Anglais, les Français sont en train de décevoir, même les Belges. C'est pourquoi j'ai dit il a toutes les cartes devant lui et comme garant de la nation, il doit prendre une décision qui profite à la nation congolaise et surtout qui lutte contre la balkanisation de ces pays. Sous son règne, si les pays est balkanisé, ça sera une haute trahison. Donc il a tous les mécanismes possibles pour voir, toute la boussole pour voir quelle décision il peut prendre au bénéfice de la RDC. Et surtout en suivant ce que la population lui demande de faire. Si la population veut que nous allions vers la Russie, il n'a qu'à revoir toutes les cartes, à attirer les conclusions sur les avantages et les désavantages et s'engager au nom de la population. Ça, c'est très important. Est-ce qu'il n'hésite pas vis-à-vis de la mort de Lumumba qui s'était tourné vers le communisme? Il y a le musée Kabila qui s'était tourné vers le communisme. Il n'hésite pas peut-être vis-à-vis de ce genre de scénario à sa personne? Mais notre pays fait face, notre pays c'est pratiquement la marmite bouillonnante du monde. Et lorsqu'on veille à la marmite, on peut se brûler. Donc, si le président a peur de la mort, alors il n'est pas président de la RDC. S'il est là, c'est pour défendre les intérêts de la... Avec ce slogan, ne jamais trahir le Congo. Voilà, c'est ce qui constitue pour nous la conclusion. C'est tout un plaisir de vous avoir reçu, M. Nikes Belbel. C'est vraiment un plaisir d'avoir répondu à notre invitation. Nous vous croyons prochainement. Prochainement, comme je l'ai dit, plaisir partagé pour partager aussi avec les téléspectateurs, auditeurs, ainsi de suite. Voilà. Je vous remercie. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de Géopolitique. Analyse et décryptage de l'actualité uniquement par des journalistes spécialistes, messieurs, mesdames. En tout cas, n'oubliez pas d'aimer, de partager le plus que possible nos vidéos tout en vous abonnant à notre chaîne. Si vous êtes nouveau, en activant la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines publications. Également, n'oubliez pas de nous laisser un petit commentaire afin de nous permettre de nous améliorer pour vous produire un travail de qualité. Vous savez, nous apprenons chaque jour comme vous le faites également dans votre domaine. C'est tout un plaisir. À la prochaine pour un nouveau numéro.